Pour les personnes qui me suivent sur Twitch, vous avez dû m'entendre râler sur le fait que j'ai galéré à écrire la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je confirme, j'en ai vraiment chié. Parce que le sujet, la violence des hommes, c'est un peu large, et j'ai eu du mal à cadrer le sujet et trouver un angle par lequel proposer un récit qui tiendrait la route en vidéo. Et ça a été d'autant plus difficile que moi, ce que je voulais, c'était repartir de la vidéo précédente pour expliquer pourquoi est-ce que parler de violence des hommes ou de violence masculine sans être plus précis, ça n'a pas de sens. Le truc, c'est que pour faire ça, il faut d'abord poser des définitions et des concepts. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors vous inquiétez pas, ça va pas être long et je vais vous accompagner. Ça reste un peu gros cerveau, mais vous allez tout comprendre, c'est assez simple. Et puis moi, j'en profiterai pour vous expliquer pourquoi est-ce que cette vidéo a été douloureuse à écrire et je ferai un petit point sur cette série de vidéos Être un homme qui touche à sa fin parce que après celle-ci, il en reste une. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit bilan. Comme toutes les vidéos de la série, celle-ci a été écrite avec l'aide de Cassandre qui a participé aux recherches. N'hésitez pas à le suivre sur ses chaînes YouTube et Twitch. N'hésitez pas à suivre mes chaînes YouTube et Twitch. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient aider financièrement la chaîne, ça se passe sur Patreon. Et c'est grâce à vous que je peux continuer. Donc merci beaucoup à tous les contributeurs. Et très bon visionnage. Dans les précédentes vidéos, nous avons toujours gardé en fil directeur le rôle social des hommes. Un rôle social qui consiste à dominer d'autres êtres humains. C'est avec ce rôle social que les hommes deviennent des hommes, en montrant par leur domination sur d'autres qu'ils ne sont pas des femmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis. Et c'est en échange de ce comportement d'homme que le patriarcat promet à ces derniers que leur domination sera légitimée. C'est-à-dire qu'ils auront la possibilité d'exercer un pouvoir, un contrôle et une prééminence sur les femmes. Le problème, c'est que les femmes refusant de se soumettre ont toujours existé. Que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, leur insoumission remet en question la légitimité de la domination masculine. Et que fait un dominant quand la personne qui lui est soumise se rebelle ? Il la remet à sa place. Plus précisément, il doit la remettre à sa place pour protéger son statut. C'est son travail. Et lorsqu'une personne ne reconnaît plus la légitimité du pouvoir qu'elle subit, le seul moyen pour la remettre à sa place, c'est de l'y contraindre par la violence. Dans le cas de violences exercées pour réaffirmer la domination masculine, on parlera de violences patriarcales. Les violences patriarcales résultent donc de la tension entre la promesse de domination masculine posée par le système patriarcal et la réalité de son illégitimité. D'un côté, le patriarcat nous promet que les femmes seront à notre disposition parce qu'on est des hommes, c'est nous qui dominons, mais de l'autre côté, la domination des hommes a toujours été et sera toujours contestée. Bon alors là, on est passé de la violence des hommes aux violences patriarcales. Et on a bien défini ce que sont les violences patriarcales. Ce sont des violences qui réaffirment la domination masculine. De manière intentionnelle ou pas intentionnelle, elles le font. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut le dire, les violences patriarcales, c'est un type de violence qui touche toutes les classes sociales. Les femmes de toutes les classes sociales les subissent, et dans 8 cas sur 10, les agresseurs sont des hommes connus des victimes, ce qui signifie que les hommes de toutes les classes sociales sont concernés. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que les violences patriarcales dont je suis en train de parler là, en fait, c'est un type de violence patriarcale précis. C'est ce qu'on appelle les violences patriarcales visibles, ou les violences sexistes et sexuelles. Le truc, c'est qu'il existe plusieurs types de violences patriarcales. Et pour bien les comprendre, on va s'intéresser au travail du philosophe Johann Galtung. It's the direct violence, which has an actor who intends hurt and harm. It's intended. It's very important. Then we have the structural violence, which is the social structure grinding out suffering, like the capitalist system does, like is done by authoritarian regimes, and it hits people at the most vulnerable points, and those vulnerable points are called basic needs. So they can hit the wellness, health. So you have misery at the bottom of society. Lui, c'est Johann Galtung. Il est considéré comme le père des études sur la paix, les conflits et leur résolution.
Il est si brillant que certains pays ont déjà fait appel à lui pour résoudre des conflits armés. Dans son process d'étude de la paix et des conflits, Johan Galtung en est arrivé à définir la violence comme toute atteinte à la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'il déduit de cette définition. Selon lui, il existe 2 types de violence. La première, c'est la violence visible, la forme dont nous parlons depuis le début de notre vidéo. C'est la violence qui se voit, celle qui est intentionnelle. Quand on parle de violence en général, c'est à la violence visible que l'on pense en premier. La deuxième forme de violence, c'est la violence structurelle. C'est une violence qui se manifeste par des inégalités d'opportunités et d'accès aux biens et services essentiels. Des services comme la nourriture, l'énergie, la santé ou encore l'éducation. La pauvreté est une violence structurelle. Une violence structurelle qui découle directement d'une structure, en l'occurrence la structure économique du capitalisme. Et comme vous vous en doutez, il existe des violences structurelles découlant directement du système patriarcal. Et ces violences structurelles patriarcales sont tous les trucs dont parlent les féministes qui ne relèvent pas de la violence visible. Par exemple, le fait que les femmes se tapent le ménage, les gosses, la charge mentale, le fait qu'elles soient moins payées que les hommes, le fait qu'elles sont sous-représentées dans les postes de pouvoir, le fait que les métiers féminisés sont largement dévalorisés et méprisés. Bref, tout ça, et plein d'autres trucs encore. Pourquoi est-ce que c'est important de distinguer ces violences structurelles des violences visibles ? Parce que dans ses recherches, Johan Galtung a démontré que ce sont les violences structurelles qui engendrent les violences visibles. Ce qui veut dire que s'il y a des violences faites aux femmes, c'est parce que structurellement, notre société le permet. S'il y a autant de viols, c'est parce que structurellement, les viols sont permis par la société. Et oui, même s'il y a eu une libération de la parole, la vérité c'est qu'aujourd'hui encore, la question des viols, tout le monde s'en fout. Les gens en ont ras le cul qu'on leur parle de ça, les flics ne prennent toujours pas correctement les plaintes, les médias diffament les victimes et les juges ne condamnent que les Noirs et les Arabes. Toutes ces violences patriarcales permettent les viols. Parce que la violence structurelle engendre la violence visible. Bon alors, les violences structurelles patriarcales permettent les viols. Mais c'est un petit peu paradoxal cette histoire parce que de l'autre côté, il y a quand même des lois qui interdisent les viols. Et les lois, c'est structurant dans une société. La loi, ça fait partie de ces trucs qui structurent nos rapports sociaux. Donc comment expliquer que d'un côté, la structure de la société permet les viols, mais que de l'autre, un truc aussi structurant que la loi l'interdit ? Pour comprendre ce paradoxe, on va s'intéresser au philosophe Michel Foucault. Foucault observe que tout ce qui est illégal n'est pas systématiquement sanctionné. Pensez par exemple à la fraude fiscale, ou encore ces entreprises qui font signer des CDI avec l'aide de démission à leurs salariés. Tout ça, c'est illégal, mais impuni, tout comme beaucoup de violences patriarcales. Foucault ajoute à cette observation qu'à l'inverse, il existe des actes complètement légaux qui, eux, sont sanctionnés. Typiquement, lors des manifestations contre la réforme des retraites, des gens ont été arrêtés parce qu'ils possédaient des lunettes de ski et des masques pour se protéger des gaz lacrymogènes. De même, des gens sont régulièrement contrôlés et humiliés, voire arrêtés par la police parce qu'ils ne sont pas blancs. Pourtant, rien de tout ça n'est illégal. En fait, ce qu'observe Foucault, c'est que la gestion de l'illégalisme ne consiste pas à gérer les actes illégaux, mais à gérer les transgressions. Les transgressions des lois, dans une certaine mesure, mais surtout les transgressions de l'ordre social, de l'autorité et du statu quo. Et pour Foucault, cette gestion de l'illégalisme a pour objectif de perpétuer et de renforcer le pouvoir en place au sein de l'État, et donc l'ordre social actuel. Donc, si j'ai bien compris Foucault, les violences patriarcales ne sont pas sanctionnées alors qu'illégales, parce qu'elles renforcent l'ordre établi et le pouvoir de l'État. La question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que les violences patriarcales, qu'elles soient structurelles ou visibles, renforcent le pouvoir de l'État ? Et c'est une très bonne question. Il se trouve que le pouvoir d'État est aux mains de la bourgeoisie. Donc, les violences patriarcales renforcent le pouvoir de la bourgeoisie. Ce qui signifie aussi que les violences patriarcales servent les intérêts de la bourgeoisie. On rappelle que dans la toute première partie, on a vu que les violences patriarcales réaffirment la domination masculine. Donc la question c'est, en quoi est-ce que la domination masculine sert les intérêts de la bourgeoisie ? Rappelez-vous que le rôle social des femmes, c'est d'être soumises aux hommes et de s'occuper du travail de soins de la société, notamment du soin des hommes.
C'est un travail que les femmes font aujourd'hui très largement gratuitement ou pour des salaires de misère. Et comme les hommes sont la force de travail du capitalisme, le fait que les femmes en prennent soin gratuitement, ça fait économiser un sacré paquet de thunes à la bourgeoisie. Donc la domination et l'exploitation des femmes, elle est pas prête de s'arrêter parce que toute la société en profite, et notamment la bourgeoisie. Même les femmes de la bourgeoisie profitent de cette exploitation. Ça reste des capitalistes qui subissent des violences patriarcales. Alors, certes, elles ont plus de moyens pour y échapper ou pour s'en défendre, mais elles en restent quand même victimes. Bon, alors, les femmes bourgeoises, c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire, et ce serait de mauvaise foi, mais j'aurais tendance à dire que les femmes bourgeoises se satisfont quand même de la domination masculine. Alors, oui, laissez-moi expliquer. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je me permets de dire ça ? Parce que elles ont un peu de pouvoir, en tout cas elles ont plus de pouvoir que la majorité des autres femmes, et pour autant, elles sont pas très vocales sur le féminisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment concrètement, je ne sens pas de combat vraiment efficace contre les violences structurelles en tout cas. Il n'y a pas... Mais vous savez quoi ? Je pense que le mieux, c'est que je vous explique dans le détail pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les femmes bourgeoises ne sont pas une grande menace contre la domination masculine. Faisons ça. Déjà, je me sens obligée de rappeler qu'au sein de la bourgeoisie, et peut-être bien plus que dans les autres classes sociales, ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Ensuite, il se trouve que les femmes bourgeoises souhaitant mettre fin à leur domination sont nombreuses, et elles aussi s'organisent pour lutter contre. C'est ce qu'on appelle le féminisme bourgeois. Et ce féminisme pose plusieurs problèmes. D'abord, il est raciste. C'est pour ça qu'il est aussi appelé le féminisme blanc bourgeois. Il a tendance à pointer du doigt les hommes non blancs et à les estimer responsables de la majorité des violences patriarcales visibles, aussi appelées les violences sexistes et sexuelles. Selon le féminisme bourgeois, ces hommes seraient la principale menace entravant la vie des femmes en France. Or, on l'a vu, les violences sexistes et sexuelles sont présentes à tous les étages de la société. Et dans 80% des cas, les femmes sont agressées par des hommes de leur entourage. Les femmes bourgeoises sont donc agressées par des hommes bourgeois. Et pour rappel, notre bourgeoisie est blanche. Donc, pour lutter contre les VSS, le discours consistant à pointer du doigt les mauvais hommes, tout en mettant en avant les hommes bourgeois bien éduqués, c'est non seulement raciste, classiste, mais aussi pas très efficace. Le deuxième gros problème de ce courant féministe, c'est qu'il ne s'intéresse qu'aux violences visibles. C'est-à-dire que les violences patriarcales structurelles n'y sont que rarement dénoncées. Et généralement, c'est pour parler du fait qu'il n'y a pas assez de femmes au CAC 40, ou dans les conseils d'administration, bref, dans les espaces de pouvoir bourgeois. Le truc, c'est que, comme nous l'avons vu avec Johan Galtung, les violences visibles ont pour origine les violences structurelles. Le féminisme bourgeois ne s'intéresse donc que très peu aux causes réelles des violences patriarcales. Il s'intéresse uniquement aux symptômes du problème qu'il prétend traiter, tout en masquant soigneusement sa source. Parce que remonter à la source du patriarcat, ça amène nécessairement à questionner l'exploitation économique des femmes, donc à mettre en danger les intérêts économiques de la bourgeoisie. C'est la raison pour laquelle le féminisme bourgeois ne dénonce pas les violences structurelles, car cela irait à l'encontre des intérêts de classe des femmes bourgeoises. Je précise juste qu'il n'y a pas de complot de la bourgeoisie pour maintenir les femmes dans un statut de soumission. Ils défendent leurs intérêts de classe, mais c'est pas conscient. En fait, pour eux, les violences patriarcales, ça ne peut être que le fait de mecs qui sont méchants. Et c'est comme ça qu'ils voient le monde, c'est comme ça qu'ils voient le problème, et c'est cette vision qui les rend aussi aveugles à tout le reste. Normalement, là, vous avez compris pourquoi est-ce que le féminisme bourgeois n'est pas une grande menace pour la domination masculine, et pourquoi est-ce que son discours sert les intérêts de toute la bourgeoisie. Maintenant, on va parler de violence en général. Parce que peut-être que ça vous a traversé l'esprit pendant que vous regardiez la première partie de la vidéo, mais il se trouve que toutes les violences commises par des hommes ne sont pas des violences patriarcales. Donc, dans la violence des hommes, il y a des violences patriarcales et il y a le reste. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui, admettons sur Twitter, insulterait Elisabeth Borne parce qu'elle a fait passer la réforme des retraites en force. Est-ce que cet homme use de violences patriarcales ?
Est-ce qu'il est en train de réaffirmer une domination masculine ? Moi, je pense que non. Je pense que là, ce qui se passe, c'est que ce gars est en train de dénoncer la violence de classe de Elisabeth Borne. Et je pense que c'est nécessaire. Là où je veux en venir, c'est que si la violence peut être utilisée pour réaffirmer des dominations, elle peut aussi être utilisée pour les dénoncer et les combattre. En fait, ce qui est intéressant quand on étudie la violence, c'est pas de se demander si elle est masculine ou si elle ne l'est pas, parce que de toute manière, ça veut rien dire, vu que les hommes ont le monopole de la violence est masculine par défaut. Ce qui est intéressant quand on veut étudier la violence, c'est plutôt de l'aborder avec le même angle que Foucault et de se demander si la violence perturbe ou renforce l'ordre établi. Vous allez voir avec plusieurs exemples. Prenons les violences policières. Les violences policières restent majoritairement impunies ou très peu punies. Si c'est impuni, selon Foucault, cela signifie que cela renforce l'ordre établi. Cela renforce le pouvoir d'État. Et en ce qui concerne les violences policières, il n'y a aucun doute. Bien sûr que les violences policières commises par les flics aux ordres de l'État renforcent le pouvoir d'État. Prenons un autre exemple. Les agressions sexuelles de PPDH et TF1. Est-ce qu'elles ont renforcé ou perturbé l'ordre social ? Bon alors déjà, elles ont été impunies. Donc selon Foucault, c'est plutôt que ça renforce l'ordre social, mais aussi, dans une société capitaliste et patriarcale, le fait qu'une grande star de la télé puisse abuser de petites stagiaires, la vérité c'est que tout se passe comme la structure le voulait. Tout est dans l'ordre des choses. Donc on peut affirmer que oui, les agressions sexuelles de PPDH et TF1 ont renforcé l'ordre social. Dernier exemple, les révoltes urbaines de cet été. Est-ce qu'elles ont renforcé ou perturbé l'ordre social ? Je pense qu'on peut tous dire que voir des gens qui d'ordinaire livrent des repas ou pointent à Pôle emploi, tout cramer et tout brûler, y compris des symboles de l'État comme l'école, oui, l'ordre social a été perturbé, oui, il en a pris même un sacré coup. D'ailleurs, contrairement aux agressions de PPDA ou aux meurtres commis par les flics, les révoltes urbaines ont été durement réprimées. Et durement, le mot il est même trop faible pour qualifier la boucherie qu'a été la répression des jeunes de quartier, qui, pour rappel, n'ont fait aucune victime, mais ils ont perturbé l'ordre social. C'est pour ça que quand il y a des gens qui qualifient les révoltes de violence masculine, moi je souffle. Et je souffle fort. Parce que mettre la focale sur le genre dans ce cas précis, c'est vraiment être aveugle au fait que les violences, elles ont eu lieu pour résister à l'État raciste et capitaliste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont été aussi durement réprimées. Dénoncer toutes les violences commises par des hommes sous prétexte qu'elles seraient masculines, sans réfléchir à la raison de leur usage, au contexte et à l'encontre de qui elles s'expriment, ça revient inévitablement à aller dans le sens de la bourgeoisie. Parce que cela nous oblige à condamner toutes les violences, y compris celles qui résistent à l'oppression de l'ordre bourgeois. Et si je voulais vous parler de violence en général, c'était pour ça. Pour rappeler que dénoncer toutes les violences de tous les hommes, ça n'a aucun putain de sens. Car la violence s'inscrit avant tout dans un rapport à l'autre, et c'est ce rapport et sa dynamique qui caractérisent la violence. Bon alors là mon raisonnement il est très bien, mais il vous donne peut-être l'impression que d'un côté il y a les bonnes violences, celles de résistance à l'ordre social, à l'oppression et à la domination, et de l'autre il y a les mauvaises violences, celles qui réaffirment tous ces trucs-là. Bon, bien évidemment que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Je vais vous donner un exemple. Pendant les révoltes, on a vu cette vidéo de gamins qui balançaient des feux d'artifice sur des prostituées. Et oui, c'est une violence patriarcale qui a eu lieu dans un mouvement de résistance à l'État raciste, tout ce que vous voulez. Bon, on est bien d'accord déjà que c'est pas parce que il y a eu une ou plusieurs violences patriarcales pendant les révoltes que les révoltes avaient pour portée politique de réaffirmer la domination masculine. Ce serait vraiment très mal comprendre ce qui s'est passé que de dire ce genre de choses. Donc, oui, il y a eu des violences patriarcales pendant les révoltes, au même titre qu'il y a des violences patriarcales dans nos milieux militants, il y a des violences patriarcales partout. Du coup, mon raisonnement, il n'a pas pour ambition de minimiser ce genre de violence. L'objectif, c'est plus de remettre de la justesse dans notre analyse de la violence et arrêter de dire des conneries, quoi, juste parce que ça semble facile. Encore une fois, la violence, elle s'inscrit dans un rapport social. Donc, ce qui est important, c'est la dynamique sociale en jeu, beaucoup plus que l'identité de la personne violente ou même son genre. Ceci étant dit, on va revenir aux hommes parce que c'est quand même eux le sujet de cette série de vidéos, donc je vais avoir un petit mot pour eux.
Les hommes, quand ils exercent des violences patriarcales, quand ils harcèlent, quand ils insultent, quand ils violent, frappent des femmes, en fait, ce qu'ils font, c'est réaffirmer l'ordre social, réaffirmer la domination masculine. Et ça, ils le font qu'ils en soient conscients ou pas. C'est quand même ce qu'ils font, c'est quand même la conséquence de leurs actes. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'il y a cette tension entre la promesse de domination légitimée du patriarcat et l'impossibilité de sa réalisation. Mais le but de cette promesse, c'est pas qu'elle soit tenue, hein. Le but de cette promesse du patriarcat, c'est qu'on y croit. Parce que c'est quand on croit à la hiérarchie entre les hommes et les femmes, c'est quand on croit que les hommes sont supérieurs aux femmes, qu'on est frustré quand la hiérarchie n'est pas respectée. Et ça vaut pour tout le monde et pour tous les types de domination. C'est quand on croit qu'on est supérieur à une catégorie de population que l'on se montre méprisant ou violent lorsqu'elle ne reste pas à sa place. Mais bonne nouvelle, c'est quand on arrête de croire à toutes ces conneries, qu'on arrête déjà d'être les larbins de la bourgeoisie, à faire les flics pour eux gratuitement, mais aussi qu'on peut enfin commencer à résister. Bon alors cette conclusion, elle est un peu brutale, j'avoue que c'était un peu sec comme fin. J'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu vous dire que pour résister à l'ordre social, la première chose à faire, c'est arrêter de répéter et reproduire ce que cet ordre social nous inculque. Donc arrêter de répéter et reproduire le discours dominant, le discours du pouvoir. On arrête. Et puis, dans un deuxième temps, il s'agit de rediriger notre colère, notre amertume et notre potentielle violence dans la bonne direction. La bonne direction qui est celle du pouvoir, de ceux qui ont le plus de pouvoir dans cette société. Autrement dit, la haute bourgeoisie. Cette vidéo étant finie, maintenant je vous explique pourquoi est-ce qu'elle a été douloureuse à écrire. Je pense que la première chose, c'est que déjà je suis restreint par des contraintes de temps et de budget. C'est-à-dire que les vidéos du CNC, pour être dans le budget, il aurait fallu que je les termine en août. On est en octobre, elles sont toujours pas terminées. Alors c'est arrivé parce que, en fait, déjà j'ai vu trop grand. 5 vidéos de 30 minutes, c'était beaucoup trop gros. Ne serait-ce que pour explorer le sujet, c'est trop. Et puis, c'est trop en termes de capacité. Voilà, je pouvais pas faire ça dans le temps imparti. Deuxième raison pour laquelle la vidéo a été douloureuse à écrire, et peut-être la plus importante, c'est que j'en ai marre. J'en ai marre du sujet. Voilà, j'en ai marre. Ça fait plus d'1 an maintenant que je pense à ça, que je lis des livres qui parlent de ça, que je ne fais que parler de ça, que quand je vois des animés, des films ou des séries, j'essaie de voir où est-ce qu'il y a de la masculinité, où est-ce qu'on peut dire quelque chose d'intéressant sur les hommes. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule, j'ai envie de penser à autre chose. Là, même, c'est plus une envie, c'est un besoin. J'ai besoin de me changer les idées. Et puis, il y a un autre problème, c'est que le format dans lequel je me suis enfermé, qui est un format très scolaire, un format finalement pas très fun. Ce format-là est casse-couille parce qu'il m'oblige à prendre des pincettes avec les hommes, parce que je veux quand même qu'ils regardent mes vidéos en entière, donc faut pas que je les brusque trop, faudrait pas les tourmenter en disant les termes. Et puis il faut aussi que je prenne mes pincettes avec les féministes en général, pour pas non plus les tourmenter à trop parler des hommes et à trop en parler en bien. Et ça me saoule. Ça me saoule parce que prendre des pincettes, c'est vraiment pas mon style, c'est vraiment pas la personne que je suis, et j'en ai marre de pas pouvoir être moi-même, j'en ai marre. Tout ça fait que je suis un peu à bout. C'est le craquage, et j'ai hâte que ça se termine. Voilà, j'ai hâte que ça se termine. Donc là, il reste une vidéo. Je sais à peu près de quoi ça va parler. Je sais à peu près le format que ça va être. Comme d'habitude, elle sortira le plus rapidement possible. Et après ça, ça dépendra des revenus Patreon, ça dépendra des revenus Twitch. Mais l'idée, en tout cas mon souhait, c'est que je continue. Et d'ailleurs, je remercie encore toutes les personnes qui me soutiennent via Patreon et via Twitch, parce que c'est grâce à vous que ça continue. C'est là pour le moment, là, c'est vraiment grâce à vous. Donc merci beaucoup. Continuez, s'il vous plaît. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!